Salut à tous, la suite avec le Thunder d'OKC, avec cet homme, Shai Gilgeous-Alexander, qui est normalement l'homme fort de ce roster, un petit Théo Malédon qu'on espère voir toujours un petit peu plus grandir, Darius Bazley également, sur lequel on mise, mais c'est une année de tanking et une année de développement des joueurs, justement des jeunes joueurs. Je ferai des choix à un moment donné pour ce qui est de transférer quelques joueurs, essayer d'encore optimiser notre stratégie pour la saison qui suit, parce que à mon avis c'est surtout à ça qu'il faut penser. Optimiser aussi la position de la draft, bon bah ça dépendra d'une loterie, mais il faut à tout prix être dans les 4 pires équipes, dans les 4 pires bilans de la ligue, si on veut avoir une chance d'avoir la probabilité maximale pour avoir le premier choix, bien sûr. Il y a le cas Pokusevski, je commence par ça, qui, on en a parlé en commentaire, pourrait être davantage vu comme un projet de type Porzingis, projet de type licorne. Donc c'est vrai que j'avais mis un entraînement délié pour ce joueur, et peut-être plus opportun dans un premier temps de mettre un entraînement délié fort, en polyvalence, même si à terme, peut-être qu'avec son gabarit, le type peut devenir un Porzingis, et penser que Porzingis, maintenant à Dallas, est quelqu'un, en tout cas qui l'année dernière, a pas mal de fois joué carrément au poste 5, voilà, pour proposer un style de jeu encore plus, je dirais, déstabilisant, voilà, pour l'adversaire, avec comme ça un très très grand qui s'éloigne. Bon, ça c'est dans longtemps, puisque dans l'immédiat, un petit match que je vous propose, il n'y en aura pas beaucoup des matchs joués dans cet épisode, mais il y en a un là comme ça, c'est du côté des Warriors, pour essayer de voir encore une fois si on a des petites choses à mettre en place, ou si c'est perdu d'avance, et si au final il y a surtout pas grand chose à retirer de jouer les matchs pour le moment. Moi je reste toujours persuadé une partie de moi en tout cas, que un match est toujours bon à jouer, même avec des joueurs prétendument plus faibles, même si on est archi pas favori du tout. C'est toujours amusant de jouer un match, quitte à prendre une trempe, mais pour essayer de lancer des systèmes, pour essayer de regarder si notre pick and roll est au point. Tiens, on a Vincent Poirier qui est encore présent sur ce match-là. Vous savez qu'il a finalement été inclus dans l'échange qu'il a amené, lui, du côté des Sixers. Ouais, il se régale, hein, Curry. Curry se régale. C'est le retour du Chief, de Steph, hein, donc chef Curry. Et donc, Vincent Poirier, voilà, on va en parler juste après. Voilà, j'actualiserai le fait qu'il est parti. Ici, c'est Andrew Wiggins, histoire aussi de prendre la température, hein, de cette équipe des Warriors. Je ne vous cache pas que c'est une équipe que j'ai du mal à situer quant à la saison qu'elle pourrait faire. Parce que la vérité parfois de Touquet est une vérité à laquelle il ne faut pas trop... Ce n'est qu'une simulation et il ne faut pas trop s'y tenir. Dans ce sens que sur Touquet, vous avez des équipes parfois avec des joueurs hyper athlétiques. Voilà, ça se passe mal ici, puisqu'on a carrément une faute offensive pendant le shoot à 3 points de Shai Gilgeous-Alexander. Et voilà, ici, voilà, hop, Gilgeous-Alexander qui a dansé sous les dribbles de Steph Curry, à qui on laisse peut-être un petit peu trop d'opportunités pour nous porter le coup de grâce en ce troisième quart-temps. Et puis la fin, on essaiera un peu d'exister pour ne pas prendre un éclat trop grand, mais ce sera pas très très facile. Voilà. Donc pas ridicule pour autant, mais quand même, hein, quand même beaucoup de choses. Moi j'aime bien en fait ce Shai Gilgeous-Alexander. Je le trouve très intéressant. Je sais qu'il peut vraiment être le meilleur joueur pendant quelques années de ce Thunder, en tout cas dans ma partie, hein. Après, on pourra parler un peu plus loin de la stratégie, ce que pourrait être la stratégie du Thunder IRL, parce que à mon sens, c'est peut-être pas aussi simple que ce qu'on pourrait le croire au premier abord. Genre, j'accumule des tours de draft et
et après, je reconstruis patiemment. Je suis pas certain de ça, en fait. Pas certain, je le développerai après quand on parlera des tours de draft, parce que il y a un moment où on va revenir là-dessus. En tout cas, pour les Warriors, je sais pas quel type de saison on peut avoir. Wiggins, Curry, c'est rapidement injouable, même un rookie comme Wiseman dans le jeu. Maintenant, est-ce que IRL, ça va se passer exactement comme ça? Je mettrai vraiment pas ma main à couper par rapport à, voilà, aux performances de ces Warriors. Alors, on continue un petit peu, là, du coup, on va avancer. Alors, c'est vrai qu'il y a la question du scouting qui se pose. Hein. Quel scouting pour ce Thunder? Bah, comme on vise vraiment, vraiment le haut de la draft, QV 2021, on peut se permettre vraiment d'aller superviser les tout meilleurs joueurs. Hein, je pense que là, pour le coup, Cade Cunningham ou quelqu'un comme Evan Mobley peuvent être des cibles. Hein, Mobley, ce serait dans l'optique d'avoir un intérieur potentiellement dominant dans le futur. Cunningham, ce serait pour suivre un petit peu le fait que bah ouais, ce mec-là s'annonce comme vraiment excessivement fort. Donc à voir, à voir. J'ai pas encore de préférence, mais ça dépendra peut-être aussi du résultat de la loterie. Et donc le prérequis pour cela, alors qu'on s'est fait complètement partouzer par Zion Williamson, et les Pelicans sont très très forts dans ma partie. Ils vont, je crois, terminer la saison top 4 de l'Ouest. Et ça, c'est une petite surprise aussi. C'est un peu une surprise touquée. Hein. Et de l'autre côté, à l'Est, je crois, on aura aussi une équipe comme ça qui surperformera. Ce sera le Magic. Donc là, j'étais assez surpris de voir le Magic top 4, top 5 de l'Est. Parce que là encore, je ne crois pas que ce soit vraiment envisageable. Donc, on met à jour l'histoire de Vincent Poirier qui part du côté de Philadelphie. Pour cela, j'échange des deuxièmes tours en contrepartie, parce qu'on ne peut pas envoyer un joueur contre rien. Il a fallu que je fasse un peu de place, j'ai transformé un contrat côté des Sixers en two-way contract, etc. Nous, on va se retrouver du coup assez rapidement en sous-effectif. Non, ça va. On aura 14, ça va. 14 joueurs, c'est correct. Et donc voilà, Vincent Poirier a fait partie du trade, mais bon, comme Malédon est déjà là, Danny Green est déjà parti, Al Horford est déjà arrivé, il fallait mettre à jour sans réellement faire le trade global. Mais on sait que c'est dans ce trade-là que ça s'est passé. Le trade qui a aussi envoyé Schroeder du côté des Lakers. Et puis, du coup, on n'a plus de pivot. Moi, j'aimais bien faire jouer Horford en 5. J'aimais bien donner des minutes à Vincent Poirier. Il va falloir peut-être compléter ces minutes-là. Maintenant, il va falloir les donner à Mike Muscala, avec aussi la possibilité de donner à TJ Leaf, qui finalement n'est pas un mauvais bougre. Il est classifié poste 4, mais en vérité, c'est un type de joueur, Leaf, qu'on peut envisager au poste 5 par petite séquence. Donc voilà, je vais avoir des petits doutes à ce moment-là, savoir qu'est-ce que je fais exactement. Je laisse des minutes à Muscala tout de même, mais on en donne un peu à Leaf. De toute façon, l'idée, c'est aussi de répartir les minutes, parce qu'il faut absolument éviter de jouer d'une manière qui optimiserait nos tout meilleurs joueurs. Je donne 33 minutes à Shai Gilgeous-Alexander parce que je veux pas qu'il soit mécontent. Ça, c'est une chose. Maintenant, de là à donner vraiment plus d'une trentaine de minutes à chacun de mes tout meilleurs joueurs, non, surtout pas. Surtout pas, parce que je l'ai dit en titre, il y a le développement, donc il faut que je fasse jouer mes jeunes, mais il y a aussi le tanking. Il est très très important de ne pas laisser notamment l'entente équipe monter trop au fil du temps. Il est très important également de faire en sorte qu'on perde suffisamment de matchs tout en ayant donné l'impression d'essayer de les gagner. Malheureusement, là, vous voyez, on vient de battre les Warriors en simulation. Donc, ça va. 3 et 8, par exemple, en tout début, comme ça, de saison, c'est très bien. 3 et 9, encore mieux. On va enchaîner comme ça une série de défaites. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'il faudrait éviter vraiment la spirale où on se surprendrait, et on surprendrait tout le monde, et on commencerait
à gagner trop. Donc, les petites ficelles que j'ai au cas où, si je voyais qu'il y avait trop de victoires par rapport à une place dans les 4 pires équipes de la ligue. À ce moment-là, il faudrait essayer de faire baisser l'entente du vestiaire, par exemple en tradant. Parce que globalement, vous voyez, l'entente, elle baisse si on perd des matchs, donc tout va bien. Elle est retravaillée à l'entraînement tout de même, donc ça permet quand même de peut-être regagner un peu. Mais c'est vrai qu'une entente en dessous de 50%, c'est optimal pour ce qui est de tanker. Je m'étais déjà fait avoir par le passé en essayant de tanker, et finalement en me faisant un peu surprendre par certaines performances un peu trop fortes, un peu trop bonnes de la part de certains joueurs. Il ne faut pas que ce soit le cas cette fois-ci. Tiens, un petit coup d'œil du côté des stats. On a Bazley à 14 points, Gilgeous-Alexander presque à 30 points, c'est exceptionnel. En même temps, il est première option et presque seul au monde à ce niveau-là. Les petites minutes de Théo Malédon, il n'est qu'à 70. Hein. Il finira la saison à 73 d'overall, ce qui est plutôt satisfaisant de prendre plus 3, surtout peut-être à l'été il reprendra un point, peut-être que on pourrait avoir Théo Malédon à 74 à peu près en début de saison d'après, ce qui serait très très honnête et très très positif. Attention, là on gagnerait des matchs, il faut se méfier. Il y a 2 victoires, 3, 4 victoires d'affilée, c'est dramatique. Dramatique, heureusement qu'on en perd 2 autres, Portland et Utah Jazz. 7 et 17 par exemple, voilà, c'est pas un bilan qui nous garantirait vraiment une très mauvaise place globale. Et il y a de la concurrence, parce que à l'Est notamment, il y a des équipes dont on peut vraiment se méfier, comme les Hornets, ou peut-être encore davantage même comme les Pistons, qui sont vraiment des candidates au top 4, si j'ose dire, de la prochaine draft tous les jours. Hein. Ils sont vraiment, vraiment en plan tanking, enfin, surtout les Pistons. Hein, les Pistons, on voit pas comment ça pourrait se passer autrement. Vous voyez, là, j'avance un petit peu par bloc de match pour essayer voilà, d'avancer un petit peu plus vite, de moins galérer au montage également. Donc, des petites défaites intéressantes. Et la date limite qu'on voit approcher au 1er mars, là, c'est la date limite pour la resignature et les prolongations de contrat. La date limite des transferts n'est pas encore arrivée. Donc, à ce moment-là, 54% d'entente d'équipe, un bilan de 12 et 27. Et peut-être le temps de regarder une chose. C'est que, ok, on a plein de tours de draft sympas à venir. Des premiers tours, notamment, il y en a 2 qui pourraient être pas mal placés, surtout le nôtre en 2021. En 2022, il y a celui des Suns, celui des Clippers, mais ils sont protégés. Mais on n'a pas celui du Thunder. Alors, j'ai été regarder dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est une erreur parce que le Thunder possède son premier tour 2022, alors que là, dans la partie, il est du côté des Hawks. Donc, ça, c'est un truc, je ne veux pas commencer à tricher, aller me l'envoyer, etc. On va faire avec les choses en l'état. Hein. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt à tanker en 2022. Ça, c'est vachement important. Parce que ça nous donne une direction pour la saison qui suit, quoi. Et du coup, comme il n'y a pas intérêt à tanker, la saison d'après, à la limite, les saisons suivantes, c'est moins grave, mais elle va me dire, tu vas pas être fort une année et être encore dégueulasse l'année suivante. Hein. Si on bascule, on bascule. Hein. Donc, ça permet de mener une réflexion et se dire, mince, 2022, je ne peux pas me permettre d'être dégueulasse. Donc, je suis allé regarder, parce que j'ai quelques noms en tête pour ce qui est de trader, hein, mais je suis allé regarder du côté des joueurs plutôt jeunes, moins de 23 ans, dont on peut espérer encore un développement, et on peut aussi espérer que leur franchise ne croit pas en eux. Et en fait, vous voyez, mois de mars 2021, Azubuike du Jazz, donc c'est le choix 27 hein, de 2020. Il a eu des déclarations plutôt positives, hein, mais qu'est-ce que ce sera dans quelques mois? Est-ce que le Jazz y croira toujours? Je rappelle qu'ils ont pris Favors en échange de rien du tout. Ils ont recruté Favors, qui est quand même assez complémentaire de Gobert, voire qui peut assurer son backup. Hein. Donc, le petit Azubuike, je ne sais pas s'il peut avoir beaucoup de temps de jeu,
et si ça peut pas être quelque chose d'envisageable, on va dire. Un petit Ty Jerome contre Azubuike, moi je dis ça peut passer. En tout cas, le jeu nous l'a proposé, ça m'a pas paru délirant. D'autant plus que moi j'ai pas de projet réel pour Ty Jerome, hein, donc c'est pas dramatique. Et on peut éventuellement croire en ce jeune Azubuike. En fait, IRL, moi j'y crois assez en fait. Je crois que ce joueur peut devenir vraiment pas mal, hein, donc on verra bien. Ensuite, il y a des contrats expirants, et je vais me baser sur cette logique-là. Trevor Ariza est expirant. Il a encore des possibilités de très bien défendre et de faire partie d'une équipe qui a plus d'ambition que nous, on va dire. Donc il est expirant, et j'ai voulu y associer également Darius Miller, puisqu'il est expirant également, et voir ce qu'on me proposait. Et c'est vrai que tout de suite, je tombe sur quelque chose de très intéressant. Snell expirant, Dunn qui peut faire partie des pièces du puzzle, par exemple en sortie de banc. Après, il y a d'autres offres qui sont un petit peu moins réalistes ou un peu moins intéressantes. Voilà, toujours se méfier. Par exemple, je pense que Bertans des Wizards ne va pas bouger tout de suite, quoi. Il vient de signer 5 ans pour 80 millions. C'est complètement délirant de le faire bouger de suite. Donc, moi, Snell expirant, qui jouera peu, et Dunn, par contre, en lequel je crois, ça me paraît pas mal, en fait. Et je peux imaginer un scénario où les Hawks, finalement, ne trouvent pas la place sur les postes 1 et 2 pour Dunn, et où, finalement, il y a plus besoin d'un Ariza pour venir aider à peut-être rejoindre les playoffs. Donc, je n'ai pas trouvé ça délirant totalement. Les autres contrats expirants permettant de faire l'équilibre, hein, entre Dunn et Ariza. Donc voilà les deux transferts sur lesquels je me suis décidé. Donc nécessité de refaire ensuite la rotation, en essayant là encore de ne pas donner trop de minutes à George Hill et à Al Horford. George Hill, il me reste une option équipe dessus à ce moment-là, et Horford, il me reste une année ferme plus une option équipe sur la suivante. Du coup, je me suis dit, Hill et Horford vont être les deux vétérans pour l'année qui suivra. Gilgeous-Alexander continuera à être le leader. Azubuike, Bazley, Pokusevski, Malédon seront les types en lesquels on va croire et en lesquels on va donner du temps de jeu, mais avec quelques bons joueurs autour, dont par exemple Luguentz-Dort ou Chris Dunn, pour donner une identité un peu défensive à cette équipe par séquence. Donc voilà un peu sur quoi je me suis basé. Et je me suis donc... il a fallu se mouiller en fait, hein, en se disant peut-être qu'il faudra aller recruter un joueur un peu plus expérimenté encore pour compléter le roster. Mais voilà comment j'ai décidé de faire. Pour essayer de continuer à tanker. Vous voyez qu'on a l'entente équipe qui a un petit peu chuté parce que on a tradé, hein. Et puis surtout là on a une équipe qui n'est pas forte, en tout cas on ne s'est pas renforcé, on a sacrifié aucun pick de draft, parce que je crois en fait beaucoup en l'idée que le Thunder ne végétera pas longtemps en bas de la ligue. Voilà. Donc ça c'est juste pour montrer qui a été All-Star. On remarquera Zion, on remarquera Ayton pour sa première participation, Drummond qui fait de la résistance, Sabonis qui confirme, Zach LaVine pour une première, etc., etc. Je pense pas que le Thunder donc restera très très longtemps en projet tanking. À mon sens, les picks de draft, on sait qu'il y a 17 premiers tours sur les 7 prochaines années. On sait que ces pics pourraient très très bien être utilisés pour rebondir peut-être plus facilement que ce qui n'y paraît. Donc voilà, on dépasse la date limite là des transferts. Et voilà la raison pour laquelle en fait je me suis dit, Tony Snell qui ne peut pas jouer, c'est excellent quelque part. Ça va permettre de donner du temps de jeu au jeune Diallo. Et pourquoi pas, après tout, Diallo poste 2, mais il peut jouer aussi 3, il n'y a pas de problème. Hamidou Diallo, donc on va en profiter pour rajeunir encore un petit peu le roster. Tony Snell ne jouera probablement plus à ce stade-là avec nous
C'est terminé. Et c'est très bien ainsi. Donc, bah voilà, hein, mon projet, ça va être d'utiliser certains tours de draft, plus d'utiliser mes jeunes et de garder 2 ou 3 vétérans pour essayer de, non pas peut-être viser forcément les playoffs la saison qui suit, hein, mais au minimum voilà, de jouer quelque chose, peut-être être 10e, peut-être être 9e sur un bon enchaînement, quoi. Et donc, essayer en tout cas de faire en sorte que le pic qui est perdu du côté d'Atlanta dans cette partie ne soit pas trop impactant. Vous avez vu, à ce stade-là, on est 3e pire équipe. Les Pistons sont loin, loin, loin en tête. Wizards, Bulls, Spurs, Timberwolves font une année dégueulasse. Les Knicks, à la limite, on les attendait à ce niveau-là. Mais alors pour Wolves, par exemple, ou Wizards, c'est une sacrée fessée. Et puis sur le plan de l'évaluation, vous savez, donc c'est la moyenne, par exemple, de points marqués pour 100 possessions. Hein. On va retrouver comme ça Thunder, bon dernier. C'est très logique, on manque de qualité offensive. Et rien n'est fait pour y remédier, donc il n'y a aucun problème. En revanche, il y a un secteur sur lequel on n'est déjà pas dégoûtant. Sur le secteur, vous voyez, on est 10e en fait, hein, si on prend les choses à l'envers. 21, ça veut dire en fait 10e dans l'autre sens. 10e meilleure défense, ben ça déjà, ça me convient. Parce que ça veut dire que dès lors qu'on aura amélioré notre attaque, on aura déjà la base défensive pour pouvoir proposer des perfs et gagner des matchs. Voilà. Et dans la foulée, donc avant, je voulais faire ce petit point classement là, pour constater que même si on gagnait les Knicks, ce serait pas très grave, mais si on perd, je pleurerai pas non plus. Non, c'est plutôt histoire de voir les joueurs. Ça fait longtemps que j'ai pas proposé à ce stade-là un petit match. Et puis, sympa aussi de pouvoir tenter quelques petits mouvements. Donc ici, en l'occurrence, Lou Dort qui profite du alley-oop distillé par Darius Bazley. Donc ça, c'est le grand classique 2K, hein. Contre-attaque et derrière t'as le alley-oop pour conclure. Essayez de mettre en place aussi 2-3 petits systèmes. Donc celui-là, il est rigolo parce qu'il va permettre à Gilgeous-Alexander de revenir comme ça après avoir donné la balle. Il va être resservi près du panier. Et puis il y en a un que je vais beaucoup utiliser, c'est ce Give 43 Quick 4, parce qu'en fait, il est lancé sur le poste 2, mais en fait, c'est pas du tout pour le poste 2 qu'on joue. Souvent, le 4, donc l'ailier fort, va sortir d'un écran et avoir un shoot à 3 points ouvert. Donc on a bien compris que le système précédent il est très intéressant si on a un 4 qui sait shooter. Alors après là, j'ai contourné un high 14 fist pour finalement aller vers le panier sur la pause d'écran, mais c'est pas ça qui est prévu normalement. Donc voilà, des petits essais de stratégie sans pression. Essayer de trouver comme ça des shoots ouverts. Moi, le timing, c'est toujours pas ça. Hein. Le timing avec Pokusevski, c'est très mauvais. Il n'y a pas d'amélioration. Après, il y a toujours ce punch 5 là, qui est une valeur sûre. Vous servez votre intérieur au poste, attention aux 3 secondes. Et vous avez le meneur comme ça qui va venir sous le panier finalement. Hein. Très bon appel. Il se débarrasse de son défenseur en profitant de l'écran du porteur de balle. Et vous avez comme ça la possibilité d'avoir un panier facile pour l'initiateur en gros du mouvement. Et bon, le match est serré. À la limite, le score, c'est pas tellement ce qui nous importe ici. On va se laisser porter comme ça par les mouvements proposés de ci, de là. Voilà. Dort pour Gilgeous-Alexander. On va donner la balle à Bazley. Il reste quelques secondes. Et regardez, voilà, c'est toujours pareil. C'est l'écran qui est fait par le porteur qui permet à un joueur de se libérer. On est toujours content quand on a un peu de réussite extérieure. Voilà. Quelques contre-attaques aussi qui sont bien menées. En ce sens-là, Chris Dunn est quelqu'un qui est assez précieux. Où est la défense? Ça, c'était notre ami Obi Toppin qui a complètement oublié de défendre sur Pokusevski. Lequel Pokusevski montre déjà que dans son futur rôle de licorne, même s'il est assez souvent sifflé, il a quand même 2-3 petits arguments, ne serait-ce que par son envergure.
qui est déjà très appréciable. Je crois qu'il fait 2,10 m, hein. Pour Kulusevski, c'est un géant. Hein. Ou peut-être même un peu plus. Alors toujours, voyez, je reviens toujours à mon Quick 43, Quick 4 là. Give 43, Quick 4. Allez, voilà, ici, on a un shoot encore une fois ouvert. Donc, il faut encore ajuster les timings, mais les shoots ouverts, on sait se les provoquer. Il n'y a pas de problème. Les petits systèmes fonctionnent très bien. Et c'est vrai qu'en cette fin de match serré, par contre, on en oublierait presque le score. On va avoir comme ça quelques possessions sur lesquelles je vais quand même jouer le jeu à fond. On n'est pas là non plus pour faire exprès de perdre. Ici, c'est Gilgeous-Alexander qui nous a permis de recoller. Et il y aura comme ça une situation de fin de match où ça sera un peu fou, ça va partir un peu dans tous les sens. Et pour finir, balle à Gilgeous-Alexander, on va se réorganiser. Voilà, est-ce qu'on va appeler un écran? Est-ce qu'on va plutôt jouer sur le côté? On va jouer sur le côté, regardez ici. Hop là, il y a une vraie possibilité de pick and roll avec Bazley qui part comme ça au cercle. Et donc à 20 secondes du terme, on est à égalité. C'est Randall qui va se prendre pour James Harden et jouer la dernière possession comme ça, peinard, en pull-up. C'est très randallien hein, par rapport à la saison dernière, par exemple des Knicks. Et Shai qui ratera le tir de la gagne. Vous allez me dire pourquoi t'as pris à 3 points. Moi, c'était juste pour prendre de la distance par rapport au défenseur. Mais 2 points auraient largement suffi, voire même une faute. Mais ça, il aurait fallu aller la provoquer en 1 seconde 5, c'est pas évident. Un qui hérite de bonnes fautes, c'est R.J. Barrett, qui fait une très très bonne fin de match. C'est lui qui va être l'élément déterminant là pour les Knicks sur cette toute fin de match. Attention, les contre-attaques sont dangereuses. Et là, c'est Kevin Knox qui vient comme ça poser le ballon. On va se battre, hein. On n'a pas abdiqué du tout. J'ai fait rentrer Azubuike pour dissuader. Regardez ici, on va avoir un shoot ouvert. Oh là 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 là. Ça se joue presque sur ça. Hein. Parce que si on avait eu l'adresse sur ce coup-là, voilà, R.J. Barrett fait ce qu'il veut. Hein. Si on avait eu l'adresse, honnêtement, il y avait moyen de prendre ce match, je pense. On verra bien ce qui va se passer. Ici, encore une fois, on va faire sortir le 4. Ici, j'ai mis Horford en 4. Hein. Dynamique de shoot qui est pas tout à fait facile à comprendre. Néanmoins, on avait encore un espoir jusqu'au moment où Noël a pris ce rebond offensif. Derrière, il n'y a plus moyen de faire faute. Je n'ai pas voulu faire faute, je misais tout un peu sur la dernière possession à condition de sécuriser le rebond. Ça n'aura pas été le cas, l'adresse aura choisi son camp. Là encore, 0 sur 10 à 3 points. Dommage. Et pourtant, j'ai l'impression que ça va mieux en jouant avec d'autres équipes, etc. J'arrive à en planter quelques-uns. Mais là, c'était pas le cas. Il y a encore des progrès à faire. Un énorme Nerlens Noel en l'absence de Mitchell Robinson qui était blessé. Un tout petit Julius Randle qui a été bien gêné par Bazley, notamment. Bazley qui aura un vrai développement pour être un solide poste 4 et non pas une passoire. Voilà, donc on continue à simuler. À part cette victoire contre le Jazz, tout se passe pour le mieux. On perd comme il se doit le nombre de matchs qu'il faut. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette vilaine victoire face aux Nuggets. Heureusement, il y a 5 défaites ensuite. On sécurise là. On est en train de sécuriser notre futur choix de draft. Puisqu'à 6 matchs de la fin, on est à 24 et 52. Oui, contrairement à la vraie saison, à laquelle on va assister dans quelques jours, cette saison NBA est basée sur 82 matchs. Et ici, là, on voit d'ailleurs que on est pas mal, on est presque bon. Il reste encore les Spurs et les Wizards qui peuvent nous concurrencer pour une place dans le top 4, mais on est quand même très très bien parti. Pistons occupe toujours le fond de la ligue avec 17 petites victoires. Les Bulls, c'est un peu surprenant de voir aussi peu de qualité, et les Knicks auront quand même fait les 30 victoires là-dessus, donc pas une saison aussi horrible que ce qu'on aurait pu imaginer. On va terminer un peu de simu, on bat les Clippers, tout va bien, moi j'ai envie de dire, il y a rien à dire. Pourtant Clippers, solide, top 4 à l'ouest, là, dans cette partie. Heureusement, on termine par plusieurs défaites contre les équipes qui avaient plus besoin, notamment Jazz et Mavericks, pour un bilan
finale de 25 et 57, ce qui va nous sécuriser le top 4 du fond de la ligue. Donc on y va, prévision des playoffs, non, classement de valeur, voilà. C'est donc bien, on est deuxième pire équipe, donc on aura nos 14% là, de chance d'avoir le first pick, tout va bien. Et bon, évidemment, pas à l'abri d'une surprise, hein. On peut encore se faire bananer et terminer avec un cinquième choix, hein. Mais quoi qu'il en soit, on aura un choix correct. Pire que 5 d'ailleurs, c'est possible, hein. Le petit Malédon est un tout petit peu blessé, mais il n'y a pas de problème. Vous voyez, il est en fait à 73 à ce stade-là. À mon avis, il y a encore moyen de prendre un point ou deux. Je parle dans les mois qui viennent, hein. Gilgeous Alexander sera monté à 86 sur la saison, ce qui n'est pas ridicule. Bazley aura aussi progressé. Pokusevski est monté de 72 à 75, ce qui est vachement appréciable. Ce qui en fait un joueur... D'ailleurs, il n'est pas dégueu au niveau des stats générales. J'étais allé voir, c'était pas ridicule. C'était pas ridicule, donc il commence à devenir un vrai joueur. Voilà. Alors Ford a fait une saison correcte, mais assez discrète. On lui en demandait pas plus. Bazley est mentoré d'ailleurs, je crois, par alors Ford. Le petit Azubuike, je pense qu'on peut y croire parce qu'il y a encore pas mal de potentiel. C'était sympa que le Jazz nous le donne contre Ty Jerome, qui n'est pas non plus un mauvais joueur, hein, ni un joueur à l'avenir bouché du tout, hein. C'est juste un peu compliqué sur ce poste-là en NBA. Avec une belle flexibilité aussi à l'été, puisque certes, il y aura les options à activer, mais il n'en reste pas moins qu'il y aura beaucoup de flexibilité. Après, outre la flexibilité, ce qu'il faut, c'est être attractif. Est-ce qu'on le sera ? Il n'y a rien de moins sûr vu le classement de cette saison-là. Donc, à voir aussi sur quel type de joueur je chercherai à aller. Et donc voilà, tiens, on voit, c'est marrant, on paye encore l'étalement du restant à payer à Kyle Singler. Vous vous souvenez de ce joueur qui était quand même pas folichon, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc il avait été coupé au final par OKC. Donc voilà, les petits Azubuike, faut que je m'habitue. Darius Bazley, on aura aussi Théo Malédon juste après, ainsi que Pokusevski. Juste après ça, voilà, Malédon qui claque un dunk ici, ainsi que Pokusevski qui a montré 2-3 petites choses. Shai Gilgeous-Alexander, voilà, on a de l'avenir, il y a de l'optimisme dans l'air, et voilà, je vous proposerai bientôt du Raptors et du Suns, et puis après on continuera avec OKC. Bye bye.